Bonjour cher public, bienvenue au FIForum 2025. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous les producteurs Jérôme Paillard, qui s'est également occupé de la carte blanche du festival de cette année. Moi, je vais faire juste des petits rappels au début. Donc, je vous rappelle que la séance, elle est captée et donc aussi les publics, il peut être filmé. Il y aura un moment de Q&A, mais je pense que la modération vous expliquera mieux. Mais il faut juste attendre d'avoir les micros avant de poser la question. Et si vous avez des films, des séances à regarder, vous pouvez sortir. C'est Thierry Jobin, le directeur artistique du festival, qui s'occupera de la modération. Donc, je lui passe la parole. Bon Merci midi avec beaucoup. nous. Ça marche. Merci beaucoup, Valentina. Merci d'être là pour cette petite pause de midi. Les midis en bonne compagnie, hein, on a appelé ça, on verra. Je pense que ça incite à continuer. Il faut que les habitudes s'installent dans les festivals. Je suis très heureux d'accueillir d'abord un pilote commercial et instructeur de vol. C'est ce qu'on dit jamais. Également producteur et surtout l'homme qui a transformé le marché du film du Festival de Cannes en un des moments les plus importants pour la vie du cinéma mondial, que ce soit les festivals, la vie des films eux-mêmes, des cinéastes, des producteurs, etc. Et c'est un peu ça dont j'ai envie de discuter avec vous. Vous pouvez vraiment, on va pas faire, on parle pendant une demi-heure, puis après vous avez 3 questions. Intervenez, on voit pas beaucoup, la lumière est assez forte, mais il y a quelqu'un avec un micro qui peut vous repérer et faire signe, agiter les mains, et voilà. Euh, on va parler brièvement des films que Jérôme Paillard a choisis pour cette carte blanche, des films qui nous ont réjouis pour une raison ou l'autre, chacun. Et puis, surtout, essayer de décrire qu'est-ce que c'est en fait un marché du film. C'est quelque chose d'assez obscur. C'est un peu la coulisse ultime du cinéma pour les gens qui aiment le cinéma et qui n'ont pas l'occasion d'aller dans ces endroits, ces espèces de fourmilières où 15 000 personnes cherchent la future découverte, le futur succès, etc. Mais tout d'abord, j'aimerais dire qu'on devait faire cette conversation avec Becky Probst, et que Becky, qui fait partie du comité du festival, on a cette grande chance, ne peut pas être là, elle est en repos, et malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Et Becky Props, on peut peut-être commencer par là, même si on reviendra en arrière. Becky Props m'a envoyé un petit message à dire pour décrire Jérôme. Et comme ça vous donne un petit peu, ça vous situe un peu le personnage. Jérôme est celui qui m'a soutenu quand l'américain Jonathan Wolfe de l'American Film Market m'ignorait complètement et à qui j'ai dû rappeler que Berlin, puisqu'elle a créé le marché du film de Berlin, rappeler que Berlin était en fait en Europe. Tous mes regrets pour aujourd'hui, avec vous deux, les pros, ça sera super. Signé Becky avec un petit cœur. Donc c'est voilà, avec Becky, on aurait pu parler en fait de quelqu'un qui aussi dans l'autre sens t'a soutenu. Exactement. Alors bonjour à tous. Merci, merci de m'accueillir et Thierry encore merci pour cette invitation qui me vraiment nous réjouit. Et effectivement, Becky Prop, c'est quelqu'un de vraiment très présent dans mon cœur parce que quand je suis arrivé au marché du film, donc il y a effectivement 30 ans, alors je venais quand même du cinéma. J'ai été producteur, mais il y a longtemps, il y a 30 ans. Je ne le suis plus du tout aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je connaissais pas grand-chose à l'international et elle a vraiment fait partie des gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, alors que quelque part on est un peu concurrent avec Berlin. Alors en tout cas, les festivals sont un peu concurrents. En fait, les marchés l'ont jamais été. Et vraiment, Becky, enfin pour ceux peut-être ici qui la connaissent, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. C'est vraiment une personnalité du cinéma depuis bien plus longtemps que moi. Elle a été, même encore récemment, exploitante en Suisse et elle est présente dans beaucoup de festivals à Berlin, mais elle est ici, elle est aussi à Locarno dans un comité. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime avoir autour de soi quand on travaille dans ce milieu-là. C'est l'impératrice, hein. C'est Ah ouais. l'impératrice. Venons-en peut-être juste, voilà, donc je te contacte et puis je te donne 24 heures pour me aussi désigner 5 films que tu aimerais présenter au public. Ben, Comment s'est passée cette En réflexion-là? fait, c'est un exercice assez jouissif. C'est la première fois que j'avais Mhm. cette opportunité-là. Et alors, il y a un petit moment d'effroi en disant, oh là là, mais comment je vais arriver à choisir 5 films? Et puis, voilà, on se laisse porter. Alors, j'étais un petit peu guidé parce que je savais quand même qu'il y avait l'Amérique latine, un peu Mhm. l'Asie. Donc, forcément, ça aide un petit peu. J'avais envie, bon, j'ai
avant d'être à Cannes, mais donc il y a un peu plus de 30 ans, j'ai eu aussi un moment assez formidable dans ma vie où j'étais producteur. Je travaillais avec Daniel Toscan du Plantier, qui était un producteur français qui a été assez important, qui était l'ancien patron de Gaumont, qui avait été viré de Gaumont parce qu'il avait fait des films un peu trop ambitieux, en tout cas sur le plan artistique, peut-être pas assez ambitieux sur le plan commercial. Et du coup, on s'est retrouvé dans une société qui était une maison de disques. Moi, je viens de la musique, Erato Disques. Et puis, vraiment par un hasard assez étrange, je me suis retrouvé directeur général de Erato Film, sa boîte de production, où j'ai eu la chance de produire avec lui pas mal de films très importants. J'ai commencé par le Van Gogh de Piala. Alors, je suis arrivé au milieu du tournage, donc je ne peux pas dire vraiment que je l'ai produit. Mais du coup, il y avait quelques films de cette époque-là que j'avais envie de présenter, notamment celui d'un réalisateur suisse, ça s'imposait, Jean-François Amiguet, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est un film qui a été qui est un très beau film que vous pourrez découvrir. Et Jean-François sera là demain après-midi, je crois. Tout à fait. Voilà, donc ce film-là, L'écrivain public. Et puis, il y avait un autre film que j'avais coproduit avec Toscan, qui était le dernier film de Satyajit Ray, qui s'appelle Les branches de l'arbre. Immense, malheureusement, le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma indien. Absolument. Et en tout cas le plus international de cette époque-là. Alors malheureusement, on n'a pas trouvé de DCP des branches de l'arbre. Il y a un fichier vidéo, mais qui n'est pas en qualité suffisante. Et du coup, le festival Gaël a trouvé un film précédent de Satyajit Ray, alors qu'il se trouve que je ne connais pas, La Maison et le Monde. Qui vient d'être restauré et qui sortait à Paris début janvier. Donc, voilà, donc c'est quelque chose dont on pourra parler à propos du cinéma, du marché, etc. Mais c'est l'extrême. Enfin, pour moi, je parle toujours un peu d'absurdité du cinéma, puisque c'est l'art le plus cher qui demande le plus de gens. Et que le jour où il y aura une bombe qui fera tout disparaître, il restera des sculptures. Et puis en fait, on ne pourra jamais, un extraterrestre qui débarquera ne saura pas comment projeter un film. Qu'à la fin, la fragilité du cinéma est quelque chose de... Le producteur lui-même d'un film de Satyajit Ray, Les branches de l'arbre, ne sait pas où se trouve une copie. Et même tu as appelé le fils de Satyajit Ray, qui lui-même ne savait pas où était le film. Voilà. Alors, non, en fait, le négatif, on sait qu'il est en France. Le problème, c'est que ça coûte très cher de faire même si c'est pas une restauration totale, d'en faire une version numérique, parce qu'aujourd'hui, il faut ça. Ça coûte quand même beaucoup d'argent, et c'est vrai qu'économiquement, ça ne fait pas de sens, malheureusement. Mais des fois, c'est justement ce genre de rencontres, les festivals, le fait que quelqu'un dans une carte blanche parle d'un film qui fait qu'après, la restauration d'un film est possible. Alors, je voudrais, si on a encore un tout petit peu de temps, ce que tu viens de dire, je veux juste raconter une petite anecdote. J'ai suivi une boîte de technologie qui est qui a mis en place une solution assez innovante pour justement préserver les films. En fait, on sait que c'est le support 35 mm qui est le plus fiable, beaucoup plus que les disques durs ou tous les supports numériques. Et donc, ils proposent de remettre sur la pellicule 35 mm le film numérisé. Donc, sur le 35 mm, on a des points qui sont la version numérique du film. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au début du film, de cette pellicule, il y a un petit didacticiel pour dire comment construire un scanner qui permettrait de décoder cette version numérique du film. Donc l'extraterrestre qui tombera sur ces pellicules pourra effectivement reconstituer, comme je crois qu'il y a un satellite qui était parti il y a quelques années, avec une plaque qui expliquait un peu ce qu'était la Terre dans des symboles que n'importe qui est censé, un martien pourrait comprendre. On a projeté un film. Tu vois, quand même. Il y avait un film l'année dernière sur ça, et il a repris, par exemple, dans cette capsule qui était partie pour les extraterrestres, qui s'appelait Explorer, je crois. Oui, peut-être. Qu'on voit dans Starman de John Carpenter, parce qu'il y avait des musiques, il y avait un disque en or avec une chanson des Rolling Stones, un morceau de Mozart, je crois, et il y avait Bienvenue, nous vous voulons du bien, dit par Kurt Waldheim. Ah oui. Qui était un ancien nazi, qui était à l'époque ministre autrichien. Et en fait, on avait un film sur le fait que la représentation familiale qui était présentée aux extraterrestres, c'était vraiment toujours un papa, une maman et 2 enfants. Donc les extraterrestres seront peut-être surpris quand ils débarqueront, si on est encore tous vivants. À propos des films que tu as choisis, il y a l'Amérique latine et le monde hispanophone, puisqu'on a aussi Blanca Nieves. Alors c'est vrai que oui, c'est beaucoup. J'ai une tendresse particulière pour l'Argentine, puisque j'ai eu la chance d'y créer un marché il y a une quinzaine d'années, Ventana Sur. Qui est resté le plus important, c'est le plus important d'Amérique latine. Oui, absolument. Alors c'est compliqué maintenant avec l'Argentine et Milay, mais cette année il a dû être délocalisé en Uruguay à Montevideo. Mais enfin, en tout cas, ça reste un événement important.
Et j'ai découvert, moi je connaissais pas très bien l'Amérique latine. Évidemment, j'ai découvert et j'ai créé des liens assez forts avec l'Amérique latine et l'Argentine en particulier. À cette occasion, j'ai appris l'espagnol, etc. Et donc, voilà, il y a 2 films argentins dans cette sélection. El Secreto de sus Ojos, qui a été en fait produit l'année où j'ai commencé, en 2009, l'année où j'ai commencé Ventana Sur, un film de Campanella qui m'avait beaucoup amusé, touché, et Darin, qui est un acteur formidable. Voilà, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Enfin, voilà. Donc ça m'est venu assez naturellement. Et puis il y a un autre film plus récent que j'avais découvert à Cannes, que vous avez peut-être vu hier, Relatos Alvarez, qui est vraiment un film satirique extrêmement drôle et assez cruel sur la nature humaine. Avec Darin d'ailleurs dans un des films, c'est un film à sketch. Et puis donc le dernier film, c'était un film espagnol. C'est pareil, c'est un film qui m'avait beaucoup touché, un film en noir et blanc, Blanca Neves, que je voulais montrer, sans savoir, et Thierry s'en est beaucoup amusé, que le festival allait programmer Blanche-Neige de Disney. Donc c'était amusant. En fait, j'étais un peu obligé de programmer Blanche-Neige de Disney, puisqu'on n'a pas assez de films pour tout remplir, et qu'on avait convenu avec les gens d'Arena, Patrick Tavoli, le directeur, que j'embrasse, parce que vraiment, il nous fait un cadeau de nous offrir tous ces salles. Il y a quelques années, on n'avait que 4 salles, et les autres continuaient de faire tourner Captain America et compagnie. Et puis en fait, il m'a dit, j'ai dit quel film tu veux prolonger. Je dis, il me dit, si tu veux, de toute façon, tu demanderas Mickey 17, parce que c'est Bong Joon-ho, mais je mettrais bien encore un peu Blanche-Neige. Et en fait, je savais pas encore que Jérôme allait choisir la version totalement opposée, puisque le Blanche-Neige de Disney, bien évidemment, c'est un peu la représentation de ce qu'est une société qui a peur de tout en 2025, le politiquement correct élevé à un niveau juste jamais vu, et que le Blanca Nieves, que tu as revu, du coup, est le contraire. Mais par contre, l'image que tu gardais de Blanca Nieves, c'est ça ce qui est beau aussi quand on choisit 5 films comme ça, ne correspondait pas exactement au film que tu as vu l'autre jour. Non, mais c'est vrai qu'on garde comme ça, en tout cas moi, qui n'ai pas forcément une mémoire très précise des films que j'ai vus, surtout il y a 15 ou 20 ans. Et l'émotion a pu être aussi amplifiée ou exacerbée dans sa mémoire. Voilà, donc je me souvenais pas du rythme, je pensais qu'il y avait toute une partie qui était beaucoup plus importante que ce qu'elle est réellement, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit plaisir égoïste quand on peut choisir 5 films comme ça, de se dire tiens, plutôt que chercher les DVD, on va se faire quand même une projection dans un festival des films qu'on veut voir, c'est pas mal. C'est exactement ce qu'avait fait Bong Joon-ho. Il avait choisi des films qu'il n'avait jamais pu voir sur grand écran, comme Sugarland Express de Spielberg. C'était son critère, effectivement. Passons à l'arrivée du cinéma dans ta vie, mais j'ai l'impression qu'il y a la musique d'abord, parce qu'avant tu as dit j'étais musicien, et c'est vrai que la première fois qu'on trouve ton nom, mais il faut que tu me parles de ce qui s'est passé avant, c'est Music Recorder sur Parsifal de Silberberg. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, bravo. Ah ouais, bravo, c'est imdb.com. C'est vraiment. Alors, bravo IMDb. Ouais, ils ont retenu ça. Ou alors, normalement, quand ce genre de détail est dessus, c'est que la personne elle-même l'a mis. Ou alors, il y a des fous qui vont aller chercher ça. Ah non, IMDb, tu as vraiment des gens qui vont éplucher les génériques. Et tout, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Col Needham, qui est le fondateur d'IMDb, qui est un cinéphile passionné, qui est toujours le patron, pas opérationnel de IMDb, alors qu'ils ont été rachetés par Amazon. Donc c'est Internet Movie Database, c'est vraiment la référence. Même nous, dans le catalogue, on se base sur ça. Mais il a créé une communauté incroyable de gens qui, effectivement, remplissent. Mais oui, non, en fait, moi, j'étais musicien, pas tout à fait au départ, mais enfin, j'ai été musicien, j'ai été brièvement oboïste. J'ai rencontré ma femme qui est par là, qui est pianiste. Et puis, j'ai travaillé dans une maison de disques qui s'appelait Erato, au début comme ingénieur du son et puis directeur artistique. Et j'ai eu effectivement, j'ai fait tout le montage de Parsifal, qui était à la fois un disque, donc j'ai fait 2 fois le montage, une fois pour le disque et une fois pour le film en 24 pistes, le film de Silberberg. Pareil, c'est un film qui a disparu. Alors, j'ai pas osé te le proposer, parce que ça fait quand même 4 heures, et puis je savais, là c'est chez Gaumont, ils ont négatif, mais ils veulent pas financer le DCP. Donc voilà, et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, cette maison 10, dont j'étais devenu le directeur financier, donc j'étais passé vraiment du côté de la gestion après un MBA,
La maison de disques a été rachetée par Warner. À ce moment-là, moi, directeur financier, j'ai été viré. Et c'était le moment où Daniel Toscan-du-Plantier était en train de tourner Van Gogh. La directrice générale d'Eratofilm, Claude Abeille, à l'époque, était sur le plateau. Et Piala, qui était un homme un peu violent, aujourd'hui, je pense qu'il aurait du mal à faire des films, où il aurait des problèmes judiciaires, a giflé Claude Abeille sur le plateau. Elle est tombée par terre. Et elle a dit, bon, j'en ai marre, j'arrête, je m'en vais. Et c'était le moment où moi, Warner venait de me virer comme directeur financier. Et Toscan, qui aimait bien travailler avec les gens qu'il connaissait, pas forcément les meilleurs, mais ceux qu'il connaissait, m'a dit, bah tiens, vous voulez pas prendre la suite? Alors je dis, bah oui, mais j'irai pas sur le plateau avec Piala. Donc j'ai été assez discret sur ce premier film. Et c'est comme ça que j'ai effectivement commencé à faire vraiment de la production. Et avec lui, j'ai produit une quinzaine de films, alors de Takela à Cissé, à Vaïda, à Igor Minaïev en Russie, etc. Enfin, c'est une expérience assez étonnante. Mais je reviens sur l'Oboïste, là. Donc, petit garçon, il y a plus de musique que le cinéma. Pas du tout petit garçon, parce qu'en fait, j'ai commencé tard. J'ai commencé par faire une prépa scientifique. Et c'est quoi l'art premier qui te plaisait quand tu étais enfant? Et alors, là, il faut que je remonte un peu. Mes parents étaient musiciens tous les deux. Mon père était chef d'orchestre. Et voilà. J'ai entendu beaucoup de musique quand j'étais enfant. Je n'ai pas forcément voulu en faire tout de suite. Puis je pense qu'il y a un moment donné où j'ai eu besoin de me mesurer à mon père et dire bah, moi aussi, je serai musicien professionnel. Donc je suis rentré au CNSM à Lyon. Et puis, voilà. Et puis en fait, en cours de route, je me suis dit bon, allez, c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Et je suis assez content d'avoir changé de voie. Est-ce que n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou autres. Je pense qu'on va pouvoir entrer dans la question du marché du film. Il nous reste 43 minutes et je sais qu'on est surveillé pour que ça dépasse pas. Donc n'hésitez pas vraiment à vous manifester. La question sur le marché du film, c'est ce qui intéresse les gens, c'est coulisses. C'est quoi en fait un marché du film? Est-ce que c'est vraiment comme la foire de Fribourg que les gens connaissent bien ici, où il y a des stands où on peut acheter le prochain jacuzzi ou une tondeuse à gazon? Alors, je ne connais pas la foire de Fribourg, donc je vais avoir Elle a disparu à maintenant. mais non, mais c'est vrai que voilà, tout le monde connaît le Festival de Cannes. Et c'est vrai, quand on vous dit Festival de Cannes, on pense stars, tapis rouge, film, palme d'or, etc. Mais en réalité, depuis très longtemps d'ailleurs, les professionnels qui allaient à Cannes, et il faut préciser que Cannes, c'est surtout un festival pour les professionnels. Contrairement à ici, c'est pas possible d'acheter un billet pour aller voir un film. Donc c'est vraiment que des gens qui sont accrédités, badgés, etc. Et donc depuis très longtemps, en même temps que les gens allaient vendre ou montrer leur film qui était sélectionné, le montrer à la presse, etc., ils se disaient autant essayer d'en profiter pour faire du business. Et puis donc ça s'est structuré petit à petit et on a donc créé ce marché du film qui est effectivement un salon professionnel. Contrairement à une foire, la foire c'est plutôt pour le public. On va dire un salon professionnel comme il y en a pour je sais pas quoi, Vinexpo ou des salons pour la bijouterie à Genève, etc. Donc c'est pour les professionnels et du coup on y trouve des films ou des projets de films. De tout temps d'ailleurs, il se vend autant de projets que de films terminés. Alors des films terminés, comment est-ce qu'on fait? D'abord il y a les films qui sont en sélection, bien sûr. Beaucoup des films en compétition à Cannes sont déjà vendus dans le monde entier. Donc il n'y a pas vraiment de business à faire, mais il y en a beaucoup où tout est à faire. Et donc pendant le festival de Cannes, si on prend toutes les sections, on va dire que c'est une centaine de films. Le marché du film, c'est à peu près 2500 films, donc c'est pas la même échelle, dont à peu près 800 ou 900 films terminés qui ont des projections. Donc on organise un peu plus de 1500 projections. On a 33 salles de projection dans Cannes, dans le Palais, dans la ville. Alors c'est des salles qui font parfois 40, 50 places, parfois 200 places. Ce n'est pas des salles de 2000 places, évidemment. Et viennent voir ces films des acheteurs, des programmateurs de festivals, pour qui c'est l'occasion d'aller découvrir un film ouzbek ou saoudien ou africain, etc. Une très très grande diversité. D'ailleurs, j'étais très fier et ça avait beaucoup énervé mon Thierry à moi, Thierry Frémaux, parce que le monde diplomatique disait en fait la vraie cinéphilie, c'est au marché du film qu'on la trouve. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre. C'est vraiment du film de genre, du film B, des films d'auteurs très très pointus, du cinéma expérimental, des comédies, des films d'action. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est pour la partie des films terminés. C'est compliqué pour quelqu'un. J'avais encore ce matin, les gens continuent à m'écrire. J'ai un réalisateur indien qui me dit « Ah, j'ai mon film, je voudrais le montrer au marché à Cannes. » Et en fait, pour un réalisateur ou un producteur qui arrive comme ça,
il peut acheter théoriquement une projection, ça va lui coûter 500 ou 1000 euros, mais en réalité, il n'y aura personne dans sa salle. Donc c'est vraiment des sociétés très, très spécifiques qui s'appellent les vendeurs internationaux qui représentent les films. Ce n'est pas le producteur qui va prendre sa projection. Les films sont représentés par ces vendeurs internationaux qui ont un catalogue de films. C'est eux qui organisent des projections. Et puis les distributeurs ou les plateformes, de plus en plus les plateformes, viennent voir les films et disent « Ah bah tiens, ça m'intéresse » ou pas, j'achète pour ce pays ou pour plusieurs pays. Voilà. Et puis en parallèle de ça, il y a les projets. Alors les projets sont vendus souvent aussi par les vendeurs internationaux. Ils sont souvent vendus par les agents, notamment les agents américains, les gros CA, etc., qui sont des gros agents qui représentent des talents. Alors souvent les agents... Les talents, c'est... Alors les talents, c'est les réalisateurs, les comédiens, voilà. parfois les chefs-op, enfin il y a un peu tous les grands noms qui font un casting. Alors les agences comme ça, en général, quand elles font ce qu'on appelle un package, c'est-à-dire qu'elles ont un projet et puis elles vont attacher tous leurs talents maison. Évidemment, ils veulent travailler, donc ils vont prendre un réalisateur de chez eux, des acteurs de chez eux, un chef-op de chez eux, etc. Ils vont trouver un producteur exécutif pour monter le film et puis ils vont le présenter à Cannes. Et à Cannes, il y a des financiers qui vont venir ou des agents de vente qui vont venir faire un pick-up. Donc, ils vont dire, ah bah tiens, moi, ce film-là, je suis prêt à mettre 20 millions, 30 millions, 40 millions de dollars pour faire ce projet-là. Donc ça se passe pas que à Cannes, mais en grande partie à Cannes. Et du coup, grosse compétition. Les gens, en général, commencent à faire leur rendez-vous même avant que le marché soit vraiment ouvert, la veille. Il y a déjà des tas de gens qui vont le samedi hôtels, déjà. Ça commence le mercredi, mais dès le samedi, les gens il y a déjà des projections. Absolument. Voilà, donc alors c'est ça. Et puis, il y a également quelque chose de très important à Cannes qui est assez unique, c'est le village international où beaucoup de pays ont un pavillon qui représente les forces vives de ce pays en termes de cinéma, donc les institutions, les festivals, les producteurs. Et donc, quand vous êtes à Cannes, notamment en tant que producteur avec un projet, vous dites tiens, ce projet-là, j'aimerais bien trouver, où j'ai besoin de tourner dans telle région, où je cherche un endroit où je vais avoir des aides, des crédits d'impôt. Maintenant, il y a beaucoup de pays ou de régions dans lesquelles, si vous tournez, vous dépensez de l'argent dans cette région, vous touchez un crédit d'impôt ou une subvention qui va venir alléger votre budget. Donc, ils font le tour de tous ces pavillons et puis disent tiens, voilà mon projet. Si je tourne chez vous, qu'est-ce que je peux espérer? C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez me présenter un producteur de votre pays pour faire une coproduction, etc. Ça fonctionne très, très bien. Et on a une soixantaine de pays qui sont présents dans ce village. Donc, c'est aussi une activité importante. Il y a énormément de conférences, de plus en plus. Et mon successeur, j'ai eu la chance de pouvoir recruter mon successeur. On a travaillé ensemble pendant 3 ans, ce qui est quand même un luxe assez rare dans les entreprises. C'est assez rare qu'on vous permette de faire ça. Et du coup, donc Guillaume Esmiol, j'avais pris volontaire exprès quelqu'un qui venait pas du cinéma. Il était le patron de l'innovation dans le groupe TF1. C'est un ingénieur école de commerce. Et de la première année, je l'ai vraiment mis sur justement les conférences. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup développé. Et aujourd'hui, il y a énormément de conférences sur tous les sujets chauds de l'industrie. Alors c'est beaucoup la technologie, en ce moment l'intelligence artificielle, les plateformes. Alors les plateformes, ça devient presque récurrent, mais devenu une habitude. Voilà, on avait il y a quelques, enfin maintenant il y a longtemps, on avait créé le Mythique aussi, qui était sur les nouvelles technologies où on parlait cinéma numérique. On avait montré les premiers projecteurs numériques. Et alors les gens venaient voir cette espèce de boîte en disant mais où sont les bobines? Voilà, enfin bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait le virage du numérique s'est pris à toute vitesse et en 3 ans pratiquement les cinémas ont pratiquement fait disparaître le 35 mm des salles. Donc voilà les conférences. Et puis on a beaucoup, comme Cannes, c'est énorme. Tu le disais, 40 000 personnes, mais au marché 15 000. Donc c'est beaucoup de monde. C'est un peu difficile de naviguer. Et donc on a créé beaucoup d'événements niches spécialisés. Alors on a Cannes Docs, par exemple, pour les documentaires. Alors on a des lieux, des programmes où les gens se retrouvent. On a le Producers Network pour les producteurs, ils peuvent se retrouver au petit déjeuner. On a Next sur un peu la nouvelle technologie. Il y a le Short Film Corner pour les courts-métragistes. Voilà, il y a des tas de petites niches
où les gens peuvent se retrouver, alors sans parler évidemment de tous les chiens qu'il y a ici, mais ça c'est autre chose, Oui. mais où tous les professionnels d'un secteur peuvent se retrouver et ça rend, ça donne à Cannes une taille un peu plus humaine. Ce qui a été toujours moi, ce qui m'a guidé en fait dans toutes ces années, c'était de permettre aux gens de faire du networking. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il fallait les aider à se retrouver. Et donc, je parle beaucoup, mais tu m'arrêtes. Si Non, mais une des premières régale. choses, en fait, quand je suis arrivé à Cannes, donc en ma première année en 80, enfin, je suis arrivé le 1er novembre 95, donc j'avais pas beaucoup de temps. Et moi, j'avais été utilisateur, quand j'étais producteur, j'avais été utilisateur de Cannes, et je trouvais que c'était vraiment difficile de s'y retrouver, pour trouver les Ça gens, ressemblait à etc. quoi? Tu te souviens? Mais déjà, alors moi, quand je suis arrivé... Tu le connaissais avant d'être engagé? Ah oui, puisque pendant 6 ans, je suis venu comme producteur, tu y voilà. allais, ouais. Et ça ressemblait à quoi alors? Et ben, c'était très compliqué parce que voilà, comment trouver les gens? Alors, il y avait les journaux où on pouvait trouver un peu des informations, mais il n'y avait pas un guide de tous les participants. Alors, il y avait un guide des stands qui étaient dans le sous-sol, dont la moitié, tu le rappelais, était un peu porno, soft porno. En fait. mais enfin bon, c'était pas, les gens n'avaient pas très envie d'aller dans le sous-sol. Les gens étaient installés beaucoup dans des hôtels, mais voilà, pour trouver la liste entre guillemets des stands, c'était très très difficile. Donc, puis je connaissais pas les gens au début quand j'étais producteur, difficile. Et je me dis, mais il faut absolument aider les gens à se rencontrer. Donc la première chose que j'ai dit en arrivant, c'est non, mais il y a une erreur. Le marché du film, c'est pas le sous-sol. C'est tout Cannes, la Croisette, c'est le marché du film. Et donc j'ai été à Los Angeles. À l'époque, le grand salon américain, la FM, était en février. Donc j'avais été, et puis j'avais été voir les gens en disant, mais vous faites partie du marché du film. Ah, ils disaient, non, je viens à Cannes. Je dis, oui, mais vous êtes bien au marché du film. Là, ah oui, effectivement, on est au marché du film. Je dis, bon, très bien, je vous propose, vous aurez un badge. Et puis, parce qu'ils étaient dans les grands hôtels. Ils étaient dans les hôtels. Ouais. Alors du coup, j'ai négocié avec les hôtels qu'on mette du signage dans les hôtels. Donc en bas des hôtels, on mettait marché du film, puis on mettait le nom des sociétés, comme ça. Ils n'avaient rien demandé, mais ça a marché très vite. Et les gens se sont dit, ah bah oui, ça fait sens quand même qu'on adhère à cette idée. Et du coup, les gens se sont inscrits assez facilement. Et on est passé tout de suite de 2000 à 5 ou 6 000 participants, comme ça, juste en disant, vous y êtes. Et pareil pour les projections. En fait, les cinémas étaient gérés par des petites agences intermédiaires autonomes qui dealaient avec les cinémas et le marché du film n'en savait rien. Alors je dis, mais attendez, c'est pas possible. Donc il faut que toutes les projections se soient référencées. Alors ça a été un petit bras de fer avec les salles de cinéma qui se faisaient payer en black. Enfin, bon. Mais on a obtenu gain de cause. Voilà. Et en quelques années, ce marché qui existait déjà, mais de façon en fait très informelle, a pu se structurer. Ça a aidé beaucoup les gens à s'y retrouver. Alors, oui, j'allais dire, un des premiers trucs que j'ai créé, j'étais un peu gonflé à l'époque. C'est l'annuaire. C'est l'annuaire, c'est le guide. C'était un guide. Alors, au début, il était comme ça, après, il était comme ça. On devait payer une taxe quand on rentrait dans l'avion, parce que tout à coup, la valise était beaucoup plus lourd quand on était arrivé. Il devait faire 2 kilos, moi. Et alors, j'avais mis la photo, il y avait la photo de chaque participant. Mais quand on l'a fait en 96, c'était fait à la main. C'est-à-dire que l'imprimeur, il avait les photos et puis il les montait. Et donc, la première fois, les gens sont arrivés en plus, ça marchait pas, les badges et tout. Il y avait la queue. J'avais travaillé toute la nuit pour finir d'imprimer les badges. J'avais dit à mon équipe, allez dormir. Et puis, à 9h du matin, il y avait une queue qui montait jusque sur la Croisette. Et donc, je passais dans la queue en disant, écoutez, désolé, on est un peu en retard. Et les gens s'en souviennent 10 ans après. Ils me disaient, je me souviens, vous êtes venu dans la queue. Et puis surtout, très très vite, je vois des gens qui arrivent dans mon bureau et là, pas contents, en disant, mais attendez, là, ma photo, c'est une femme. Un homme, il dit, mais attendez, cette femme, je la connais pas et c'est ma photo. Et tout. Il y avait énormément d'interversions. Donc bon, la première année avait été un peu douloureuse. et puis en fait, c'est sur cette base que en fait est créé après. Ça s'appelait comment déjà au début, Cannes Market. Oui, alors cannemarket.com. Sinando, c'est un outil, juste pour vous situer. Je pourrais aussi vous raconter en fait comment ça se passe pour un festival comme le FIF à Cannes, à quel point c'est utile en fait tout ce qu'il a créé avec son équipe. Sinando, c'est une sorte d'annuaire où on retrouve très facilement soit les maisons de production, soit les vendeurs internationaux. Des fois, on trouve même des numéros de téléphone et adresses de gens célèbres. Mais il faut avoir un abonnement, donc ça sert à rien d'essayer d'y aller pour contacter Leonardo DiCaprio. Vous n'allez pas le trouver. Mais c'est
ultra utile. Ça n'existait pas. Comment ça se passe à ce moment-là? Voilà, on va sur Internet. Oui, alors, canmarket.com. Donc, en fait, non, la deuxième année, donc il y avait le guide toujours, et puis j'ai créé un CD-ROM. À l'époque, il y avait des CD-ROM. Donc, on a fait un CD-ROM une année qu'on distribuait, donc les participants avaient le CD-ROM. Mais bon, très vite, il y a Internet qui est arrivé, et donc ça doit être en 97, je pense, qu'on a créé le premier site Internet, donc canmarket.com, où les gens pouvaient trouver le guide, mais en ligne. Et puis, comme ça marchait assez bien, on s'est dit non, mais il ne faut pas le faire que pour Cannes. Les autres marchés n'étaient pas du tout équipés comme ça. Et du coup, on a dit, bon, on va le faire à l'année. Et on va le faire pour Berlin, on va le faire pour Los Angeles et tout. Les autres marchés, alors l'AFM, les Américains, ils ont laissé faire, mais mon amie Becky, elle était pour. Mais enfin, ses boss au-dessus lui ont dit, mais attends, c'est quoi, pendant le festival de Berlin, les gens regardent canmarket.com? Ça, c'est pas possible. Donc, on a dit, bon, allez, on va accepter, on va changer de nom. Et du coup, on a pris un nom sorti comme ça. Pourquoi Sinando, en fait? Parce qu'on cherchait, tu sais, c'est les noms, voilà, ça tourne. Et puis, alors, on avait plusieurs noms que j'ai oubliés aujourd'hui, mais il y avait un peu cinéma dedans, etc. Et puis, on avait plusieurs noms, et c'était mon président de l'époque, Pierre Viau, que j'adorais. Je ne sais pas pourquoi lui, il a dit, ah non, Sinando, il faut prendre Sinando. Moi, je ne vais pas contrarier un président. Allez, on prend Sinando. Et puis, c'est resté. C'est ultra utile parce que, par exemple, quand j'étais à Berlin il n'y a pas longtemps, tout à coup, Sinando me propose en fait la version Berlin. Ou quand je vais à Toronto, c'est la version Toronto. Et en fait, à l'intérieur, il y a non seulement l'annuaire qu'on peut trouver, les gens qui sont présents, mais il y a aussi toutes les heures de projection. Et en fait, c'est devenu la base pour tout le monde de savoir quand est-ce que va commencer la projection suivante. En fait, on travaille tous avec ça. On peut, on le fait dans l'avion, on le fait pendant le voyage, etc. Mettre des étoiles sur les films qu'on doit voir. Et puis ensuite, ça crée comme ça une sorte de calendrier. C'est vraiment un outil... en quelques années. Non, mais c'est vrai ce que tu disais, il y a les téléphones portables et les mails perso d'énormément de monde. Enfin, il y a, en Sinando aujourd'hui, il doit y avoir, je sais pas, 40 000 ou 50 000 professionnels. Donc, c'est vraiment une base, donc ça fonctionne bien. Ouais. Vous avez pas de questions, pas de... Oui. Charlotte Debon du jury des jeunes, merci d'être là. Moi, j'avais une question en fait, parce que justement, on parle de tous ces marchés du film différents et celui de Cannes, il y a énormément de choses. Mais est-ce que, par exemple, pour certains types de films, par exemple, si on fait du documentaire ou si on fait du film d'horreur, est-ce qu'il y a des marchés où on sait que ce genre de films se vendent mieux ou que c'est des marchés qui sont plus adéquats, si on peut dire. Plus spécialisés. Exactement. Oui. Alors, en documentaire, je dirais oui. Il y a CPH Docs qui a lieu en ce moment. Il y a Nyon, dans un mois. Ils ont un marché. Oui, ils ont un marché aussi. Il y a le FIPADOC, il y a... Vision du réel. Nyon, c'est Vision du réel. Oui, c'est la Vision du réel. Oui. Voilà, il y en a plusieurs sur le documentaire. Mais le documentaire, c'est un peu différent parce que les acheteurs ne sont pas forcément les mêmes. Le mode de production est différent. Donc, ça justifie vraiment une spécialité. Alors, c'est pour ça que nous, on a créé Cannes Docs. Et Cannes Docs, à l'intérieur du marché du film, c'est un outil qui est assez intéressant. Sur le film de genre, il y a des festivals spécialisés, il y a Sitges, il y a Bruxelles, etc. sur le film de genre. Il y a en Corée Bucheon. Alors, c'est des festivals spécialisés, parce que là, il y a un public. En termes de marché, ce n'est pas forcément pertinent, parce que ce sont les mêmes acheteurs, en fait, qui ne sont pas spécialisés. Il n'y a pas des acheteurs spécialisés, des distributeurs qui font que du film de genre. Donc là, c'est un peu moins utile. Ils sont tous à Cannes. L'animation, oui, avec Annecy notamment. Pareil, c'est des modes de production différents. C'est des productions très très longues, des cycles de production très longs. Donc là aussi, ça peut se justifier. Après, Cannes, c'est une énorme usine. Moi, souvent, je recommande, notamment quand le film, ce que je disais tout à l'heure, quand il n'y a pas déjà un agent de vente sur une société, un exportateur, une société de vente sur le film, ça peut être difficile pour un producteur. Donc parfois, il faut mieux aller dans un événement plus petit où c'est plus facile d'exister. C'est la même chose sur le festival. Enfin, les gens se disent « Ah, moi, je veux absolument que mon film soit à Cannes ». Un film à Cannes, c'est bien si on pense qu'on va avoir la Palme d'Or. Mais si on est un petit film au milieu de la quinzaine des réalisateurs, enfin maintenant ça s'appelle des cinéastes, pardon, bon, c'est pour la carrière du film, pour l'ego du réalisateur, c'est sûrement très très bien. Pour la carrière du film, même la presse aujourd'hui ne s'intéresse pas forcément à fond aux sections parallèles. En compétition, oui, on a quand même une couverture. Mais, et le marché, les acheteurs vont peut-être pas se bousculer.
Donc, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies de festival. Je fais un peu de consulting en même temps, c'est quelque chose sur lequel j'interviens aussi assez régulièrement. Des gens qui disent, bon, mais je veux absolument que mon film soit à Cannes. Et moi, je passe mon temps à leur dire, écoutez, réfléchissez bien, attendez pas 6 mois. Si votre film est prêt en septembre, attendez pas forcément 6 mois pour aller à Cannes. Vous avez peut-être d'autres opportunités qui vont être bien meilleures pour le film. Voilà, donc c'est vrai que ça fait très envie d'aller à Cannes. Parfois, ça peut être très décevant. Je peux vraiment témoigner, parce que ça nous arrive comme à la direction artistique. Il nous arrive des cas où les gens veulent absolument aller à Cannes. Sauf que nous, on voit les films pour mars, et puis ils disent non, on va pas te donner parce qu'on veut aller à Cannes. Donc, ils sont ceux qui sont inexpérimentés, et puis qui ne savent pas, en fait, ce genre de conseils. Ils se disent, bon, Cannes les refuse, ok. Et puis, en fait, ils ont à peu près dit à tout le monde qu'ils voulaient aller à Cannes, mais ils déposent pour le combo de l'automne. Parce qu'il y a 3 moments qui sont vraiment très importants. Il y a le début de l'année, Berlin. Bon, Cannes, ensuite, c'est sans doute le plus important. Puis après, il y a un combo de début de l'automne qui est d'être à la fois à Toronto et à Venise, parce que les 2 festivals sont presque en même temps. Sauf que dans le monde des festivals, il n'y a pas que des gentils comme moi. Et puis que s'ils ont entendu que Cannes a refusé un film, ils ne vont pas le prendre. Et en fait, ces gens-là reviennent 1 an plus tard au festival de Fribourg, puis disent, finalement, tu voudrais pas mon film ? Puis là, des fois, j'ai un peu de plaisir, puis c'est un peu cruel, de leur dire « Ouais, maintenant, ton film, il est un peu vieux. » Et c'est vrai que la notion de temporalité sur la sortie des films est devenue incroyablement importante. Les films deviennent vieux très vite. Et c'est vraiment triste, en fait. Alors, on parlait, il y a, parmi les agences de vente qui sont présentes au Festival de Cannes, il y en a plusieurs maintenant, dont une qui s'appelle Festival Agency, dont on a parlé l'autre jour, où à la base, c'était une femme formidable qui s'appelle Leslie Vuchot, qui travaillait en Angleterre dans une maison, dans une boîte de vente. Il me semble, je ne sais plus si c'était Focus, Magnolia ou quelque chose comme ça. Puis elle souffrait beaucoup qu'au bout de 3 mois, cette boîte de vente, si le film n'avait pas été montré dans des grands festivals, il l'abandonnait un peu. Et elle s'est dit, je vais faire une société où je vais proposer à différentes maisons de vente qui s'occupent des films que pendant 3 mois, de prolonger de la vie de leur film. Ça s'appelle donc Festival Agency. Et comme si c'était une cinéphile, tout est classé, etc. On peut remonter jusqu'à 2-3 ans. Pour nous, c'est très utile parce qu'à Fribourg, moi j'aime bien retourner un peu dans les catalogues en arrière. Il y a des films qui n'ont pas été vus. En Suisse, on a beaucoup de films qui ne sortent pas. Il y a tellement de films. Et puis en fait, un film n'est jamais vieux du moment qu'il est bon, d'une certaine manière. Et en fait, voilà, c'est vrai que quand on est à Cannes, la première fois que j'y suis allé, j'étais longtemps critique. Donc quand on est critique, on est encore à l'étage. On ne monte pas les marches le soir, mais on les monte le matin à 8h, après avoir dormi 2h30. Hein, et puis, on voit tout à coup un film de Apichatpong Verastesakul à 8h30 du matin. On s'endort, on se réveille de manière coupable, puis on voit que tout le monde dort autour aussi. Et puis, quand les gens sortent, ils disent c'est génial. Histoire vraie. Hein. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la première fois que je suis arrivé dans cette fourmilière de 1500 personnes, il y avait un truc qui m'agaçait profondément, c'est que dans les séances du marché, les gens téléphonent, ils écrivent des mails. La salle est presque illuminée parfois par tout le monde qui est sur son... Personne ne regarde le film. On a l'impression qu'ils sont venus s'asseoir là parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment des chaises et des bancs pour se reposer. C'est vraiment ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on le fait pendant un moment, avec l'expérience, pour aussi attirer l'attention, parce que je ne sais pas combien de directions de festivals qui sont là, mais je pense qu'on doit être... Enfin, des derniers chiffres, il y avait à peu près 1000 programmateurs. Voilà, 1000. Donc, il faut quand même se faire remarquer. Puis moi, j'ai envie de rencontrer les agences de vente. Donc, je prends ce petit moment pour vous expliquer ce que je fais. C'est qu'à Cannes, je vais quasiment pas voir de films à part au marché. Parce que les séances officielles, la montée des marches, ça vous prend toute la journée quasiment. Parce qu'il faut attendre pendant des heures. Enfin, ouais, c'est vraiment aussi. Et puis, si on n'est pas à l'heure, on se fait exclure ensuite. Enfin, il y a des sanctions à Cannes qui sont... Voilà, vous n'êtes pas allé, vous aviez l'invitation, vous n'êtes pas allé. Je crois que si ça arrive 2 fois, on ne reçoit plus pendant l'invitation. Hein, c'est quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai toujours fait attention. Oui, il faut faire... parce que il est arrivé avant le... Et puis, je ne vais pas voler tout le temps, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est... Et l'équipe, puisqu'on y va toujours à plusieurs, parce que c'est si riche, c'est de prendre rendez-vous avec les maisons de vente. Donc, c'est vraiment des stands qui sont à la fois dedans. Habituellement, c'est des compagnies commerciales. À l'extérieur, il faut voir, c'est le front de mer. Hein. Donc, par exemple, il y a donc le village international avec les différents pays. Celui de la Suisse est hyper bien placé. Il est à côté de celui du Canada et de la Corée du Sud, qui sont de chaque côté, avec les pieds dans l'eau, hein, sur la plage. C'est un endroit assez extraordinaire. Et en fait, je prends entre 70 et 90 rendez-vous par année de 30 minutes.
avec soit des pays, quand j'ai un pays de choix, soit des maisons de vente. Et puis en fait, ce que j'aime bien faire, c'est amener du chocolat. Donc je pars avec facilement 5 kilos de chocolat que je distribue pendant le festival, parce que comme ça, ils se souviennent de moi. Parce qu'il y en a 999 autres qui voudraient les rencontrer. Et un festival comme Fribourg, il n'est peut-être pas assez important. Je pense qu'une des autres chances qu'on a, c'est qu'on vient de Suisse et puis qu'ils savent qu'on a quand même un petit peu d'argent pour payer les droits de projection qu'on devra payer après. Et en fait, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et des fois, j'ai l'impression que je suis même le seul à pas demander une exclusivité mondiale. Parce qu'en fait, quand on s'assied, on voit qu'ils viennent de répéter 150 fois en 2 jours le même résumé du même film, puisque leur catalogue, il n'est pas non plus extensible. Ils ont peut-être, des fois, certaines boîtes coréennes, ils ont parfois 20 films nouveaux à présenter ou à venir. Mais il y en a certaines, beaucoup plus petites, où ils ont 2 films, 2-3 films. Et puis on voit, ils ont répété. Et là, en fait, ce que je leur dis, non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. T'as quoi comme genre? Et puis, il y a 5 ans, il n'y avait pas déjà un film. Je les pousse à retourner dans le catalogue, en fait. Et c'est pour ça que cinéma de genre, ici, vous trouvez des films un peu plus anciens. Donc, c'est quelque chose d'incroyablement utile. Et en fait, le jour où j'ai découvert, parce que je te connaissais pas, et puis que je l'ai vu, en fait, j'ai compris pourquoi ça marchait. C'est un truc qu'on essaye de faire ici dans une proportion tout à fait différente. C'est construire les conditions de la rencontre informelle. Que les gens puissent devenir peut-être amis, mais en tout cas collègues. C'est pour ça que c'est important d'être là-bas. On pourrait se téléphoner, on pourrait faire des zooms, mais les voir, leur donner du chocolat, leur serrer la main, leur expliquer ce qu'on essaye de faire. Et en fait, je dis toujours à l'équipe, essayons de créer les conditions de la rencontre informelle, mais attention, c'est beaucoup plus dur que les conditions de la rencontre formelle, parce que la rencontre formelle, c'est le festival de Cannes d'en haut. C'est le tapis rouge, les coins VIP, une espèce de... Tout est par caste, hein, on est vraiment... voilà, tandis qu'en bas, tout le monde est mélangé. Il y a le petit-fils avec son chocolat, voilà, et il faut quelqu'un qui est, je pense, bon vivant, généreux. Quand on voit son visage, on voit qu'il ne va pas nous faire du mal. Alors qu'en haut... l'autre Thierry peut être plus dur. Mais je pense que là, vous n'auriez jamais pu échanger les rôles simplement pour une question physique. Ouais. Écoute, j'ai envie de réagir sur 3 choses dans ce que tu dis. Déjà là-dessus, c'est vrai que c'est amusant parce que moi, quand je suis arrivé, le marché du film, c'était une entité enfin, ça faisait partie du festival, mais les équipes étaient vraiment séparées. Y avait, les relations internes étaient très mauvaises. C'était assez mal vu, le marché, le côté mercantile, etc. Et on n'avait pas le droit d'utiliser la palme, par exemple. C'était pour la promotion. Et on n'était pas du tout dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que nous, on avait des clients. Et moi, j'ai maintenant des clients. On est là pour servir les clients. Le client est roi, etc. Et au festival, ils disaient non, on a des emmerdeurs, des festivaliers qui n'arrêtent pas de nous demander des billets, qui râlent toujours, etc. Donc, c'est complètement différent. Et puis, en fait, petit à petit, moi j'avais créé au début du marché du film, le logo, je me suis dit, tiens, on va prendre le palmier. Parce qu'en fait, la palme, elle tombe du palmier. Donc, nous, on avait le palmier, puis il y avait la palme. Bon, et puis petit à petit, le festival dit non, mais il faut que... Alors, vous ne pouvez pas utiliser la palme, mais vous devriez utiliser l'ovale. Alors, on avait le droit de mettre le palmier dans l'ovale. Et après, ils ont dit non, mais quand même, il faudrait mettre la palme. Donc maintenant, on a la palme avec marqué marché du film en dessous. Mais en tout cas, c'était des états d'esprit dans les équipes. Et honnêtement, c'est encore un peu comme ça, et tu as raison de le dire. Où on n'est pas pareil. C'est-à-dire, nous, on est là au service de clients. Les clients payent une accréditation et on doit tout faire pour qu'ils soient le mieux servis possible. Et dans le festival, ce n'est pas du tout effectivement l'attitude, même si, notamment sur la billetterie, il y a eu quand même des gros efforts pour que ça aille un peu mieux. Deuxième chose, je voulais peut-être préciser, c'est sans doute pas clair pour tout le monde. En fait, il y a vraiment 2 catégories de festivals. Il y a des festivals qui sont des festivals vraiment où l'impact économique sur les films va être important. C'est en général d'ailleurs des festivals qui ne payent pas de screening fee, puisque les vendeurs se disent... C'est quoi le screening fee? Le screening fee, c'est ce que malheureusement j'ai compris que tu payais. Bah oui, bien sûr. Pour chaque film, on paye par projection. À Cannes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à Cannes, les gens pensent que le fait d'être sélectionné à Cannes va les aider énormément à commercialiser leurs films, donc ils ne vont pas demander un paiement. D'ailleurs, j'ai des anecdotes, mais il reste 16 minutes. Par contre, il y a un auteur qui est toujours payé à Cannes, et c'est assez choquant, c'est le compositeur. Parce que les droits, en France, mais je crois que c'est en Europe, les droits de la musique, c'est la licence légale, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de demander la permission. Par contre, automatiquement, il y a une partie de la recette qui va au compositeur, même quand il n'y a pas de recette.
En fait, la SACEM en France, et ici, je sais pas, la GEMA ou en Allemagne, considère que même s'il n'y a pas de recettes, comme il y a des sponsors, etc., il y a quand même un budget. Et donc, il est normal que le compositeur soit rémunéré. Alors que le scénariste, le réalisateur, le producteur touche zéro. Ça a été un grand débat. Alors, avec la SACEM, on a fini par négocier un accord où, en fait, on paye quelque chose qui est un peu plus que symbolique. Mais enfin, le compositeur est payé. Franchement, c'est choquant. Alors, les compositeurs se plaignent de ne pas avoir de palme. Moi, à chaque fois, je leur dis, vous n'avez pas de palme, mais vous êtes payé. Donc, râlez pas. Et puis, donc, il y a tous les autres festivals dont la vocation, je dirais, principale, c'est d'amener des films au public. Et effectivement, ces festivals-là, du coup, doivent payer un screening fee. Et pour les films, et tu le disais, par exemple, Festival de Annecy, en fait, pour les films, et certains films, l'essentiel de leurs revenus aujourd'hui sont les screening fees. C'est des films qui ont une petite distribution, qui sont peut-être sortis dans 1 ou 2 pays, pas beaucoup plus, et leurs films voyagent grâce au festival dans le monde entier, et petit à petit, les 500 ou 1000 euros que je ne demande pas ici combien on paye, mais c'est un peu l'ordre de grandeur, ça dépend de combien il y a de projections, de la taille des salles, etc. Mine de rien, si vous allez dans 30 ou 40 festivals, à la fin, ça fait quand même des recettes qui sont pas négligeables, ça couvre pas le coût du film, mais c'est important. Donc voilà, il y a vraiment des festivals qui sont quand même une source de revenus, et puis d'autres qui sont plutôt des sources de promotion. Pour nous, l'impact de la pandémie, par exemple, a été terrible parce qu'en fait, évidemment, plus aucun film ne sortait, mais les festivals qui ont continué à fonctionner, que ce soit online ou en mode hybride, où nous on avait décidé de s'étaler sur le reste de l'année parce qu'on avait été invité dans plein d'endroits. Eh bien, les prix, je pense, pour le screening fee, donc vraiment ce qu'on paye pour une projection, a quadruplé pendant un moment. À cause du online. Oui, non, à cause de la pandémie, parce qu'ils ne pouvaient plus projeter leurs films, ils n'avaient plus d'argent, ils étaient tous en train de fermer, et on était leur seule source de revenus, en fait, vraiment. Ah oui, ils ont augmenté. Ouais. Et ils les ont rebaissés après? Ils les ont un peu rebaissés, mais surtout, c'est pas fixe. Donc, on est vraiment dans une situation de marchand de tapis, où on leur dit, là, on est vraiment dans les secrets du festival, et j'espère que Gaël Jeunet, qui est ma responsable de la programmation et qui passe son temps, en fait, à négocier, etc. Le chocolat aide, des fois, ça fait un peu baisser, mais vraiment, c'est vraiment comme si on achetait des tapis dans la Casbah. Parfois on dit mais vous n'aviez pas encore de sous-titres français, écoutez, on vous donne les sous-titres français, puis on ne paye pas de screening fee, ou bien alors vous êtes en compétition, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 francs si vous avez le Grand Prix. Mais il fut un temps, quand je suis arrivé, je pense qu'on payait la moitié pour la moitié des films. Aujourd'hui, c'est fini, il faut payer pour tout, en fait. Et alors la troisième chose, et tu reparles de la pandémie, je voulais aussi réagir là-dessus, parce que tu disais que finalement ce qui était important c'était de se voir. Donc nous on a vécu la pandémie donc en 2010, non, l'année qui a été annulée c'était 20, oui c'était 20. 2020, en fait au moment de Berlin, donc en février, Berlin avait quand même lieu, et nous on se disait ça va avoir lieu, et on a découvert en mars que notre festival du mois de mai, on ne pourrait pas le faire en mars. Alors d'abord, on s'est dit on va le décaler. On pensait qu'en juin, ça irait mieux. Mais très vite, on a vu que ça n'allait pas le faire. Le festival a décidé carrément d'être annulé. Et moi, tous les professionnels me disaient, mais nous, on a vraiment besoin quand même d'avoir un événement. S'il n'y a pas du tout, s'il n'y a rien, ça ne va pas le faire. Donc, il a fallu qu'en à peu près 2 mois, on invente un marché en ligne, ce qui n'avait jamais existé. Et avec une équipe qui était totalement travaillant tout le monde à la maison. On ne se voyait jamais. Et ça a été quand même une épreuve assez dure. Alors, on avait la chance d'avoir déjà Cinando, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, on avait déjà une plateforme en ligne. Sur Cinando, tu ne l'as pas dit, mais il y a également du streaming. C'est-à-dire que les professionnels peuvent voir les films numérisés, juste pour les professionnels, dans une plateforme sécurisée. Donc, on avait déjà les ingrédients. Enfin, ça ne ressemblait pas vraiment à un marché en ligne. Et donc, on a réussi, en un peu moins de 2 mois, à monter une plateforme où on avait un peu reconstitué Cannes. Donc, on avait fait le village international, le palais, puis on pouvait cliquer les salles de projection. Et les gens avaient une espèce de succès d'année de ce que serait un marché. On avait des lieux de rencontre. Alors, on découvrait, moi je connaissais un peu Zoom, mais on n'avait pas une grande pratique de Zoom. Zoom a été partenaire cette année-là. Je veux dire que ça nous a beaucoup aidé parce que technologiquement, ils nous ont vraiment aidé aussi à créer des tas de petites salles Zoom un peu partout pour que les gens puissent faire des rendez-vous. Et donc, ça a été extrêmement violent pour l'équipe. Je veux dire que moi, c'était la seule fois dans ma vie où j'ai été proche d'un burn-out. En fait, au moment, il y a mon médecin qui m'a dit que arrêté pendant 3 jours. J'ai fermé mon téléphone. Bon, puis c'est reparti. Mais voilà, c'était violent. Et
Et puis ça a plutôt bien marché, les gens étaient quand même très contents. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être fini pour les marchés. Et réellement, j'ai eu à ce moment-là des prévisions, mes prévisions de chiffre d'affaires et tout étaient en berne. Je me suis dit, finalement, ça marche bien, les gens peuvent se rencontrer. Je me souviens, il y avait une application qu'on avait où on voyait les gens dans une espèce d'espace sur l'écran, et quand on se rapprochait d'un groupe, on entendait la conversation augmenter, comme quand on se rapproche dans la vie d'un groupe, et on pouvait arriver dans la conversation, y participer, puis aller dans un autre groupe. C'est incroyable. Et puis, voilà. Et puis l'année d'après, on est passé en mode hybride. Le marché était décalé, c'est au mois de juillet. C'était une drôle d'expérience parce que Cannes, au mois de juillet, on avait peur qu'il fasse très chaud. En fait, ça a été magnifique. Il y avait beaucoup moins de monde. Mais tu étais venu cette année en juillet. C'était super agréable. Vraiment, moi, j'ai adoré cette année-là. Et il y avait des gens quand même à distance. Il y avait des pays qui ne venaient pas. L'Asie ne venait pas. Donc là, ça a été compliqué parce qu'on avait Donc les projections étaient à la fois en physique et hybride. Donc à la même heure que la projection à Cannes, les gens, à la même heure, dans leur heure locale, on pouvait voir le film. Ouais. C'était quand même chaud aussi, technologiquement, on s'est bien amusé, il n'y avait pas trop d'erreurs. Et puis, il y avait les conférences, pareil, il y avait de la visio et une conférence réelle. Et là aussi, je me dis, bon, mais on sentait quand même que ça n'allait pas le faire. Et puis en fait, l'année d'après, tous les gens ont voulu revenir. Et alors, on peut toujours s'inscrire en ligne. Mais là, je vois encore un peu les chiffres de Cannes. Là, je crois qu'il y a 50 personnes qui sont inscrites au Cannes Online. On a eu la même chose ici. Mais les gens avaient vraiment besoin de se parler, de retrouver une présence physique. Et c'est fondamental. Et c'est ce qui est extrêmement encourageant, en fait. C'est que en tout cas, dans ce milieu-là, c'est peut-être moins vrai dans des domaines plus techniques. Mais quand on parle d'un film, un vendeur de film, il y a quand même à un moment donné besoin de partager une émotion. C'est pas que de négocier un contrat. Et pour ça, les gens ont besoin de se sentir. Quand vous vendez un film, en tout cas à un distributeur, ce qui est super important, c'est d'être sûr que le distributeur à qui vous allez confier votre film, c'est pas forcément celui qui va payer le plus, mais c'est celui qui croit suffisamment au film pour bien le sortir. Parce que bien sortir un film, non seulement ça peut amener des recettes, mais c'est ce qui constitue la valeur patrimoniale du film. Si le film est bien sorti, la presse va bien en parler. Ensuite, les gens, les télévisions ou les plateformes vont le ressortir, etc. Et donc, vous construisez la valeur du film sur sa première sortie. Donc, c'est fondamental de bien choisir le distributeur. Et ça, franchement, ça se fait parce qu'on va dîner ensemble, qu'on sait qu'on partage les mêmes valeurs, que le mec a bien compris le vrai sujet du film, etc. Oui, il nous était arrivé que quand on a dû annuler, on était le premier festival en Suisse à devoir annuler à cause de la pandémie, on a quand même fait les scolaires online. Et on n'a jamais eu autant de gens, je crois qu'ils étaient 14 000 online à regarder des films dans leur classe. Donc on avait dû négocier aussi avec les cinéastes. C'était pas de gaieté de cœur qui disait « Ok, mon film sera projeté dans des classes de 15 personnes, 20 personnes, mais à coup de classe, ça faisait 14. » Et on a eu peur qu'ils ne reviennent pas, mais en fait, tout le monde, dès l'année suivante, a dit « Ne refaites plus ça. » Mais on a proposé l'hybride et en fait, presque personne n'a choisi, même parmi les profs. Il y avait ce besoin de se retrouver. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 8 minutes 11. Il ne reste plus que 8 minutes 11, donc profitez. Hein. Vous allez le regretter après. Oui ? Bon, j'aurais plusieurs questions et vous avez effleuré tellement de sujets différents. Je partage votre admiration à tous les deux pour Becky Probst. Mais en fait, la triste nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui, c'est que le Parsival de Cyberberg était gelé et n'était plus accessible actuellement. Mais je vais vous dire simplement, peut-être que ça vous amusera, que Fribourg a un lien particulier avec ce film parce qu'on a une société des concerts qui organisait chaque année au moins 2 concerts avec l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Armin Jordan. Et puis voilà. Armin était un grand ami. Alors, son fils, Philippe, est un grand chef de Wagner aussi. Oui, oui. Mais, alors Armin, l'Orchestre de la Suisse romande, après les concerts, il prenait le bus pour rentrer. Et puis Armin, il finissait avec nous au buffet de la gare. J'imagine. C'était pas toujours triste. Ça, je peux vous le dire. Et puis, le fait de découvrir dans le rôle d'Amfortas Armin, ça a été vraiment un grand succès à Fribourg,
où tout le monde est allé voir ça. Et moi, j'aurais eu beaucoup de plaisir de revoir ce film. Il faut faire une pétition qu'on va envoyer à Gaumont et s'il y a suffisamment de signatures, ils vont peut-être y aller. Et on fera la carte blanche 2. En tout cas, merci. Non, ça me touche parce que c'est vrai, Armin, c'est quelqu'un aussi très humainement que moi j'ai beaucoup aimé et dans tous ses excès et sa modestie incroyable. C'était vraiment une personnalité vraiment remarquable. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, il y a 2 petits sujets, il nous reste 6 minutes que je voulais aborder avec toi. C'est que j'ai vu sur ton LinkedIn que tu es aussi médiateur dans les litiges de l'industrie audiovisuelle. Et ça me donne envie de parler d'un truc qui a été quand même une révolution pour Cannes, c'est le MeToo, en fait. Parce que Cannes était, voilà, quand on parlait d'Harvey Weinstein, beaucoup d'affaires qui ont eu lieu dans les hôtels cannois, bien sûr. Est-ce que, en fait, ton rôle de médiateur concerne ce genre de choses ? Non, alors moi je fais sinon, peux-tu commenter l'arrivée, le choc MeToo et son effet sur le Festival de Cannes ? Non, alors moi je fais plus de la médiation dans les différents commerciaux, dans le cinéma et ailleurs d'ailleurs. Le choc MeToo, alors je peux pas en parler beaucoup d'abord parce que ça concernait plus le festival et la partie les fêtes, les actrices, les jeunes actrices. On l'a vu un petit peu malheureusement aussi dans nos stagiaires. Là, il y a eu des actions très fortes qui ont été prises, mais dans le marché, heureusement, pas trop. Alors dans le MeToo, il y a plusieurs choses. Il y a le problème des agressions, il y a le problème des équilibres. Alors il se trouve que nos équipes en tout cas étaient très majoritairement féminines, y compris, alors pas dans le poste de directeur. Quand j'ai cherché quelqu'un pour me remplacer, j'ai essayé de trouver une femme et j'avoue qu'à la fin on a pris un homme. Mais pratiquement tous les chefs de poste sont dans des postes de responsabilité des femmes. Et puis dans l'industrie, il y a quand même beaucoup de femmes. Chez les vendeurs, chez les distributeurs. Les productrices maintenant, peut-être un peu moins, mais il y en a de plus en plus. Donc je dirais qu'on a quand même une parité, je n'ai pas de statistiques précises, mais voilà, je pense qu'on n'est pas forcément un modèle, mais on n'est pas trop mal. Ok. Et puis le deuxième sujet, c'est le fait que tu es maintenant aussi consultant pour des événements. Et j'ai envie de te demander, maintenant que tu as passé 2 jours au Festival de films de Fribourg, sans devoir te payer pour ce conseil, qu'est-ce qu'on devrait changer dans ce festival ? Alors là, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup parce que je trouve rien à devoir changer. Non, mais c'est formidable. D'abord, on est invité, c'est magnifique. Enfin, déjà, quand tu es invité, en général, ça se passe toujours bien, mais pas toujours aussi bien. Je veux dire qu'à la fois, les équipes sont formidables, très, très accueillantes, vraiment très aux petits soins. La billetterie marche très, très bien. On vient d'un autre festival juste avant, je ne vais pas dire le nom, ce ne serait pas gentil parce qu'on était invités aussi, mais c'était compliqué, ça ne marchait pas, il fallait se reloguer à chaque fois. C'était ça ne marche pas toujours aussi bien, ça c'est super. Les lieux, c'est très commode parce que c'est sur 2 cinémas côte à côte. On n'a pas à galoper dans toute la ville. Il y a que ces 2 salles ou il y a des salles un peu plus loin, même pas, d'accord. Donc c'est vraiment très, très facile. La programmation est claire. Les projections sont de très belle qualité. Je cherche, voilà, la logistique, les restaurants, il y a 2 restaurants. C'est très bien aussi, tu vois, parce que pareil, l'autre festival, je ne citerai pas, c'est chouette parce qu'on a aussi des coupons, etc. Mais il y a, je sais pas, peut-être 15 ou 20 restaurants, ce qui fait que quand on va dans le restaurant, on a un coupon, c'est sympa, mais on ne rencontre pas des gens du cinéma. Alors que là, les 2 restaurants, en tout cas, il y en a un des 2 qui est un peu très bien situé. À chaque fois, on déjeune, c'est une table, des grandes tables où on est avec des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est super. C'est vrai que c'est une très très bonne idée. Du coup, hier, j'étais à côté de la réalisatrice ukrainienne et la chef-op d'un court-métrage. C'était très sympa de pouvoir bavarder. Donc non, je dirais que là, même en me payant, je ne pourrais pas dire beaucoup plus. Bon, j'espère que l'équipe regarde, on prend les compliments. Est-ce que vous avez il reste 2 minutes, donc vraiment profitez, parce que moi j'aurai l'occasion de discuter avec Jérôme, et vous peut-être pas, puisque vous n'êtes pas à la direction du festival. Aucune autre remarque, aucune autre question ? Oui, monsieur ? Attendez le micro, merci. Merci. Juste une question.
les télévisions, les chaînes de télévision, elles sont présentes comme acheteurs ou... Alors, ça dépend de quel pays. D'abord, les chaînes de télévision, alors, par exemple en France, ont des obligations d'investissement, donc elles sont très présentes, mais plus comme producteurs ou coproducteurs, que ce soit Arte, que ce soit Canal+, évidemment, qui est en France très important, et puis les chaînes publiques. On a, dans les autres pays, il y a également des chaînes qui produisent, donc qui sont là plutôt avec des films qu'ils accompagnent. En tant qu'acheteur, un peu moins. Il l'était beaucoup à une époque. Je dirais que maintenant, c'est beaucoup les plateformes. Et souvent, les chaînes de télévision, quand elles achètent des films, elles les achètent via le distributeur. Alors, ce qui arrive quand même assez souvent, en tout cas dans des grands pays, pour l'Allemagne par exemple, et peut-être pour la Suisse aussi, la Belgique, c'est le cas, les chaînes sont là et elles sont là aux côtés des distributeurs. Et quand un distributeur dit, bah, tiens, je pense acheter ce film, il a besoin tout de suite de se baquer, de se reposer, d'être sûr qu'il y a une télévision nationale qui va lui racheter le film. Mais une télévision à Cannes, c'est très, très rare. Je crois peut-être parfois des télés américaines, mais très peu et de moins en moins, achètent directement un film. Hein, c'est toujours avec un distributeur. Et puis bon, maintenant les plateformes ont pris beaucoup plus d'importance. Alors les plateformes, oui, sont très présentes, elles, pour acheter souvent des projets, ou parfois des films dont elles prétendent ensuite qu'elles sont l'initiateur. Ça, c'est le nombre de films marqués Original Content, dont on sait qu'en fait, ils ne le sont pas du tout et que c'est un producteur qui l'a fait. C'est quand même assez courant. Merci pour cette dernière question. Le compte à rebours qu'on a devant nous clignote comme si on était dans Mission Impossible. Il nous reste 9 secondes. Explose. Oui, c'est ça. Il nous reste 7 secondes pour sortir de la salle avant que ça explose. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous d'être venu. Je pense que c'est le genre de conversation qu'on n'a jamais. Moi, il m'a fallu des années, hein, même comme cinéphile depuis l'âge de 10 ans, pour en savoir autant qu'aujourd'hui sur les marchés du film. Merci beaucoup. Et merci bien du plaisir jusqu'à samedi dans ce festival que tu as l'air d'aimer tant. Merci.